BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Le Club de la Bourse avec en plateau, à mes côtés, Béatrice Philippe. Bonjour Béatrice. Bonjour Cédric. La patronne de 4Point IM, merci beaucoup. Comment est-ce que vous percevez, vous, les atermoiements, les mouvements, les montagnes russes parfois de ces marchés européens ou cette tranquillité des marchés américains depuis ces 10-12 jours du Brexit, Béatrice? C'est sûr que le marché américain est moins impacté par le Brexit que les marchés européens, d'autant plus que le consommateur américain, d'une part, et même les industriels, vont bénéficier de cette baisse des taux du fait que leur marché et leurs obligations servent de valeur refuge un peu. Et la baisse des taux va faire que les financements d'hypothèques, même et le consommateur en général qui se portait bien va se porter probablement encore mieux. Puis c'est vrai, ce que disait Monsieur Cusack, c'est que l'Amérique est quand même très tournée vers elle-même et que le marché américain est très. Il y a beaucoup de valeurs qui sont très domestiques, très très purement américaines. Et ça va influencer la politique de la Fed, etc. Clairement, la politique de la Fed, bon, plus question du tout de hausse en juillet, on parle même peut-être de baisse en juillet, et vraisemblablement pas de hausse avant au plus tôt le mois de décembre. Donc des taux qui restent très bas. Le 10 ans américain est à 1,32. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc tout ça fait que effectivement c'est un environnement assez serein aux États-Unis parce que les taux restent bas, mais l'économie va assez bien. Comment est-ce que vous percevez, vous, du côté des États-Unis? Alors j'imagine que l'attractivité de la place de Paris, c'est peut-être assez secondaire, mais quand on est du côté de New York et qu'on voit effectivement une zone se refabriquer en termes financiers, alors on verra si Christian a raison et si la place de Londres tire son épingle du jeu, mais voilà, il y a Dublin, il y a Luxembourg, il y a Paris, il y a Francfort, il y a Londres, ça fait doucement rigoler vu de New York, vu de Wall Street? Bah oui, pour eux, l'Europe, c'est quand même un peu un flou artistique. Ils sont confortables avec Londres et Dublin d'ailleurs à cause de la langue. Luxembourg aussi, parce qu'à Luxembourg, tout le monde parle 3 langues, hein, français, anglais, allemand. Je pense que Francfort l'est déjà nettement moins. Et Paris attire les gens pour une certaine qualité de vie, mais comme le disait Christian Cambier, il y a quand même beaucoup de problèmes fiscaux notamment, qui fait que c'est pas évident. C'est pas évident. Et les Américains, ils sont très, enfin, surtout dans ces périodes un peu de volatilité, d'incertitude, ils sont très tournés sur eux-mêmes. Et je crois que pour l'instant, ils se préoccupent beaucoup plus de leurs élections à venir que du Brexit ou de ce qui va remplacer Londres ou pas Londres. Et alors si on fait un parallèle et si on file dans votre idée, le Brexit peut nous donner des idées, des éclairages, des parallèles à faire avec l'élection qui se profile sur votre rive de l'Atlantique? Alors c'est... Est-ce que le populisme et donc, mettons les pieds dans le plat, est-ce qu'une victoire de Trump est peut-être... Et disons transpire dans l'histoire du Brexit? Je pense que y a beaucoup de gens qui craignent, et je suis parmi eux, que effectivement cette exaspération d'une classe moyenne qui n'a pas participé suffisamment à l'économie et à l'enrichissement du pays et des couches les plus favorisées est très tentée. Bon, c'est vrai que la montée de Trump est très étonnante, mais personne ne le prenait au sérieux au début des primaires. Maintenant, il est là où il est. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie de la population américaine, tout le centre des États-Unis, hein, pas les côtes, pas tellement les côtes, mais qui sont qui en ont ras-le-bol et ce qui se passe, alors ça dépend de ce qui va se passer un peu, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais le populisme clairement est présent. Alors ceci dit, c'est la première élection que je connaisse, et ça fait beaucoup d'années que je suis aux États-Unis, où les deux candidats en piste sont aussi détestés l'un que l'autre, pratiquement. Hein.
il y a un rejet à la fois de Hillary Clinton et de Trump. Donc ça va être une élection intéressante parce que probablement beaucoup, mais c'est pas évident. Moi je crains beaucoup d'abstention. Et je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais il n'est pas impossible que Trump passe. Ce qui serait inquiétant pour le monde. Ces opportunités, vous les sentez aussi malgré le niveau astronomique, entre guillemets, ou toujours très élevé des cours aux États-Unis? Alors les Européens, qui sont toujours un peu sceptiques sur le marché américain, il faut dire, hein, d'une façon générale, trouvent que le marché américain est très cher. Et c'est vrai que dans son ensemble, il n'est pas très cher, mais il n'est pas bon marché. Mais on n'investit pas, enfin en tout cas pas nous, dans un indice, on investit dans des sociétés. Et on trouve des sociétés qui ont de la croissance. J'en connais un autre qui investit dans des sociétés. Et on trouve des sociétés qui ont de la croissance et qui sont pas très chères, et il n'y a qu'à voir les OPA qui se passent, les sociétés industrielles, les sociétés rachètent d'autres sociétés parce qu'effectivement, elles trouvent qu'il y a des opportunités qui sont intéressantes. Alors c'est vrai dans le domaine de l'énergie, c'est vrai dans les industries, c'est vrai dans la pharmacie et la biotech, c'est vrai dans beaucoup de secteurs. Donc nous, on trouve qu'effectivement, il y a des opportunités et quand il y a des trous d'air et des baisses de marché pour des raisons à cause d'algorithmes, à cause de quantitative trading ou autre, effectivement, ce sont des opportunités. Et moi, je pense que l'économie américaine est extrêmement solide. Le consommateur américain est dans une situation meilleure que depuis des années. Les taux sont bas. Il y a du rendement. En plus, il y a du rendement. Sur bon nombre de valeurs. Il y a à peu près les 2/3 des valeurs du S&P 500, 318 très exactement sur 500, qui ont un rendement de 2,24% pratiquement, alors que le les bons du Trésor sur 10 ans ont un rendement de 2,14%. Non, sur 30 ans, les 30 ans américains, 2,14. Donc, il y a effectivement, M. Cambier parlait tout à l'heure de Royal Dutch qui rapporte du 7 ou du 8%. Il y a des sociétés qui rapportent, peut-être pas 7 ou 8%, mais qui rapportent largement 2, 3, 4, 5%. Des belles sociétés. Il y a de quoi, et dans l'immobilier aussi qui marche bien, qui va marcher de mieux en mieux pendant longtemps, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que, Béatrice, va y avoir les résultats d'entreprise qui vont démarrer et on va faire plaisir à Christian, on va arrêter peut-être de parler justement ou de la Fed ou du Brexit ou de je ne sais quelle élection, etc. pour revenir aux fondamentaux, là, aux histoires d'entreprise, aux comptes, au business model, à la vision ou pas des managements. C'est ça qui va compter ? Je pense qu'effectivement on revient toujours quand même un peu aux fondamentaux, heureusement. Les bénéfices à venir, tout le monde attend un peu, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Moi je pense qu'ils vont surprendre à la hausse dans pas mal de secteurs. Pour le temps, on est sur 4 trimestres de repli. Oui, mais justement, les gens extrapolent et se disent ça va continuer éternellement. Or là, on n'a plus ou beaucoup moins le headwind, les vents contraires du dollar qui avait fait beaucoup de mal sur les premiers trimestres de l'année 2015. Il y a les taux bas qui continuent à être bas, donc ça fait pas de bien aux banques, sauf qu'il va y avoir de plus en plus de refinancement et d'hypothèques de mortgage nouveaux. Donc elles vont gagner de l'argent là-dessus plutôt que sur les spreads de taux. Mais je pense que notamment dans les industriels, il va y avoir des surprises plutôt bonnes parce que les indicateurs, les leading indicators sont en hausse depuis déjà quelques mois et ils anticipent toujours, en général, les bénéfices. Or, pour l'instant, ce n'est pas vraiment l'attente du marché. Donc, il va falloir voir dans les semaines qui viennent. Et en sériant, quels sont selon vous les secteurs sur lesquels on aura le plus de surprises favorables et donc sur lesquels on peut peut-être commencer à initier, sinon une position, du moins un suivi? Nous, on est positif toujours sur le secteur directement ou indirectement lié à l'immobilier, parce qu'on pense que l'immobilier, pour des raisons démographiques, est un secteur important de l'économie américaine qui a des beaux jours devant soi pour pas mal d'années.
On est favorable à la consommation discrétionnaire parce qu'une fois encore, le consommateur américain est désendetté. Il va mieux, il a confiance. L'emploi, alors les chiffres de l'emploi vendredi vont peut-être venir contredire le mauvais chiffre du mois dernier, mais d'une façon générale, il y a quand même 4,7% de chômage, même s'il y a moins de gens qui postulent au chômage, c'est quand même des chiffres qui font rêver ici en Europe. Donc le consommateur consomme, et il consomme différemment. Il ne va pas dans les malls, il ne va pas dans les magasins, il va dans les restaurants, il voyage, il utilise des véhicules récréationnels. Une société comme Thor Industries, qui est ces gros véhicules où on traverse les États-Unis, c'est comme une maison roulante, qui a monté de 15% depuis le début de l'année, est encore à des niveaux extrêmement intéressants. Peut-être une société comme Harley Davidson, parce que effectivement les gens ont plus d'argent, l'essence c'est pas très cher, et c'est un symbole, c'est un mode de vie. Un mode de vie.